Monsieur Alabassa Ogo, président actuellement en Allemagne. Et nous allons tout d'abord vous donner les déroulés de cet événement. Comment est-ce que les choses vont se passer. Et tout de suite, nous allons observer une minute de silence pour rendre gloire au Tout-Puissant qui nous a permis d'arriver ici en très bonne forme et qui nous permettra également de rentrer dans de bonnes conditions. Et après cela, le directeur des éditions Marco, qui ont édité ces livres, prendra la parole pour son mot de bienvenue. Tout juste après lui, nous donnerons la parole au secrétaire général des écrivains de l'association des écrivains du Togo, M. Bokor Kofi, qui est présent parmi nous aussi et qui a préfacé ce livre pour d'abord la bibliographie de l'auteur et ensuite la présentation de cette œuvre. Et après cela, nous allons passer au débat sur l'œuvre en question et bien sûr la personne de Alabassa Ogo pour ceux qui le connaissent. Et après cela, nous allons passer à la collation, une petite collation qui est donnée aux éminents invités que vous êtes avant de rentrer chez vous. Et tout juste après cela, nous allons remercier tout le monde et souhaiter un bon retour à tout un chacun. Et puisque nous avons déjà perdu assez de temps, nous n'allons pas tarder, nous allons commencer tout de suite. Et je vais d'abord commencer par... Ok, merci à vous et bonne prière et que le Tout-Puissant. Bonne arrivée à tout le monde. D'abord, j'aimerais juste vous dire un grand merci. Normalement, je ne mérite pas de vous faire déplacer. Je ne suis pas à même, mais c'est papa Amour du prochain, vous vous êtes déplacé. Vous êtes arrivé pour honorer notre maison d'édition, les éditions Marco. Je me nomme Marius Bodjona. Je peux dire, bon nombre ici m'ont vu grandir. J'ai fréquenté dans les établissements de grandes personnes ici. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis devant. J'avoue que ça fait vraiment chaud au cœur. D'abord, je dis encore une fois de plus, merci. Merci à vous de vous être déplacés. Ce n'était pas par obligation, mais merci quand même. D'accord. Pour la maison d'édition, elle est née d'une manière un peu imprévue parce que je n'avais jamais pensé qu'un jour j'allais lancer une maison d'édition. C'est arrivé comme ça accidentellement et aujourd'hui je rends grâce à Dieu pour cette initiative qui a vu le jour et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, se porte un peu mieux. À la base, j'étais étudiant quand l'idée m'a effleuré d'écrire une œuvre littéraire. J'étais passionné de lettres, déjà tout petit, j'aimais lire. La lecture, j'étais vraiment passionné de lettres à l'école même. Ma matière préférée, c'était le français. Et j'aimerais vraiment un petit banc d'applaudissements pour ma prof de français, ma soeur Ina ici. Donc c'est après ça que je me suis intéressé à la lecture et de la lecture, je me suis passionné à l'écriture. Je pense qu'en 2019, j'avais fini ma première œuvre éditée par les éditions Continent Afrique, Continent Togo. Monsieur Sébastien Bondoli qui n'a pas pu faire le déplacement malheureusement. C'était une approche nouvelle, celle de rallier le bruit à la littérature. Utiliser les bruits que nous utilisons souvent, on pense souvent que c'est enfantin et insignifiant. Donc, dans ma folie, j'ai essayé de rapprocher ça à la littérature, ce qui a donné le genre que je vais nommer onomatopoésie. L'onomatopoésie est la poésie du bruit. Donc, c'est après cette aventure qui m'a coûté, parce que j'avoue, pour une œuvre qui n'avoisinait pas encore 30 pages,
c'était moins de 20 pages. J'avais eu à payer quelque chose une facture qui était assez salée, c'était 750 000 francs. Pour une œuvre de moins de 500 exemplaires, avec les démarches administratives et tout ce qui s'y collait, on avoisinait 750 000 francs comme facture. Mais puisque c'était un concours que j'avais passé, j'avais été sélectionné, j'ai eu une dotation, ce qui m'a permis de sortir l'ouvrage. C'est après cette aventure que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut payer aussi cher pour une œuvre? Pourquoi ne pas créer une maison d'édition propre au Nord Togo? Parce qu'il y a pas mal d'écrivains qui sont au Nord, pas mal d'étudiants aussi qui aimeraient bien se faire connaître du grand public, mais qui n'ont pas cette opportunité. Donc c'est là que j'ai eu l'idée, et avec l'encouragement du secrétaire général de l'Association des écrivains du Togo, que je salue ici, M. Kofi Boko. Il était là depuis le début, donc c'est lui qui nous a soutenus dans cette dada, et avec quelques amis, on a commencé les préliminaires, et petit à petit la maison a pris forme, la maison d'édition Marco, que vous allez voir juste le logo en bas. C'est l'une des premières maisons d'édition du Nord Togo. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais demander à M. Boko de nous présenter ce pourquoi nous sommes là ce soir, ce pourquoi nous vous avons fait déplacer. Merci bien à vous. Merci M. Oudjona pour cette brillante présentation. Et je vous rappelle que c'est également l'auteur du livre Madina ou Le revers de la symphonie. Et je pense que c'est un roman que j'ai vraiment aimé, que voilà, je ne cesse de lire. Et bien, merci pour cette présentation. Nous allons maintenant passer la parole à M. Boko, le secrétaire général de l'association des étudiants et des écrivains du Togo, pour la présentation de l'œuvre de M. Alabassa Ourourou et bien sûr la bibliographie. Monsieur Boko, vous avez la parole. Merci d'être là, bienvenue. Ça fait réel plaisir d'être ici, juste pour prouver qu'il ne faut pas que tout se déroule à Lomé. Il faut penser à l'intérieur aussi. Et du coup, mon ami a dit tout à l'heure qu'il a chaud au cœur, mais pas chaud au cœur, parce qu'il faut toujours entreprendre. Et tu sais pourquoi, tu sais combien on aimerait être derrière les jeunes dynamiques comme toi. Et donc, j'ai deux raisons principales pour être ici. Et la première, c'est de venir parler un peu de notre ami Alabassa Ourourou, notre frère. Il est de ce pays que beaucoup ne connaissent pas, même au niveau de la littérature togolaise. C'est maintenant qu'on est en train de le découvrir. Or, il écrit énormément, je parlerai de lui, si on me le permet, amplement. Alors, la deuxième raison, c'est, comme je l'ai déjà dit, de venir soutenir notre frère, jeune frère. Quand il a parlé de diriger une maison d'édition au nord du Togo, j'ai trouvé que c'est intéressant. D'autant plus que moi, j'ai fait longtemps Kara, j'ai fait le Mango d'Aporon, je suis enseignant, je précise au passage. Et donc, ces initiatives-là, c'est seulement à Lomé qu'on les trouve. Et donc, ici, c'est comme un pauvre parent, alors qu'il y a des gens qui aimeraient publier à moindre coût, voilà, être proche des gens qui peuvent leur donner des conseils et dans le domaine de la littérature. Et donc, voilà les deux raisons qui m'ont poussé à venir. Et donc, je rassure votre ami Oudjona, c'est normal que tu sois devant pour partager cette expérience et qui peut aussi motiver d'autres personnes à écrire ou à, pourquoi pas, éditer les œuvres des anciens professeurs. Ça leur ferait plaisir. Peut-être qu'ils ont envie de faire, mais comme il n'y a pas de maison d'édition proche, ils hésitent. Donc, il n'y a pas lieu à s'offusquer. Non, il faut plutôt t'armer de courage, comme tu l'as toujours fait. Allons dans le vif du sujet. Je vais être bref, parce que je dois parler de Alabassa Ourourou. Alors, le monsieur, je l'ai connu virtuellement. On ne s'est jamais vu comme ça, physiquement. Mais on s'est vu à travers les réseaux sociaux et de fil en aiguille, on est devenus de très bons amis parce que j'ai lu presque toutes ses œuvres. Tout. Il a publié une dizaine. J'ai eu l'honneur de préfacer en
2021, en 2020, Le chien de l'empereur. C'est une œuvre très intéressante. Et quand j'ai lu, il a un frère qui est au Gabon, Molo Sapao, il est de Sokore également. Donc c'est à travers surtout Molesu Sapao que j'ai connu à la Bassao. Alors, qui est cet homme? Et je vais citer quelques-unes de ses œuvres, parce que c'est intéressant que Sokore se vante même, se félicite de la présence de ce monument, moi je l'appelle monument vivant, et que malheureusement on ignore. Et c'est pas bien. C'est pas quand quelqu'un va partir qu'on va commencer à l'aduler, à le féliciter. Nous sommes vivants, il faut reconnaître le travail qu'il fait. Parce que ce travail-là, il ne le fait pas pour gagner forcément de l'argent, mais il le fait pour juste conserver ce qui est peut-être propre à Sokore. Et quand vous lisez, que ce soit Le chien de l'empereur, que ce soit... chose curieuse également, en 2021, il a publié aux éditions L'Harmattan Togo, dont je suis le directeur adjoint, une trilogie, Les jumeaux de la Providence. Et la scène prend naissance dans la faille d'Alejo et continue jusqu'à Niamey, à Nuremberg, etc. Mais c'est trois romans qui se tiennent entre eux et qui parlent de Sokore, qui parlent des mœurs ici. Donc c'est intéressant que Sokore sache ce qui se fait, pas forcément pour l'argent. Vous allez voir, c'est pas forcément pour l'argent, sinon on n'écrirait pas. On écrit pour être un peu la mémoire de ce peuple, du pays. Et un artiste, c'est quelqu'un qui représente plus que de l'or. On ne nous a pas enseigné comme ça, mais de plus en plus, il faut considérer les créateurs comme plus que de l'or. Moi, j'ai souvent dit que ça dépasse même le phosphate. Seul écrivain dépasse le phosphate. Mais comme nous sommes éduqués comme ça, on ne voit que le phosphate, on croit que la richesse, c'est seulement le phosphate, malheureusement. Donc, je disais qu'il a publié en 2021 une trilogie, Les jumeaux de la Providence. Il a publié Là, le fétiche de Makassi, qui est réédite maintenant à Cotonou par les éditions Librairie Racine. Il a publié également et après, tout récemment, oui, je cite seulement quelques-unes de ses œuvres, tout récemment, La malédiction d'Abomey. La malédiction d'Abomey. L'œuvre est tombée à pic parce qu'il s'agissait à cette époque-là, tout récemment, c'est seulement en avril, que le Bénin a demandé qu'on rapatrie les ressources culturelles pillées. Et ça tombait. S'il était là, il serait reçu par le président Talon au Bénin. Malheureusement, il n'avait pas eu la permission d'arriver au pays, en Afrique. Et donc, l'audience a été annulée. Mais le président Talon était quand même prêt à le recevoir. C'est formidable quand même. Et parce que c'est la seule œuvre qui, à cette époque-là, parlait de rapatriement des trésors. Et vous comprenez jusqu'à quel degré on n'était pas content quand il n'avait pas pu obtenir sa permission pour arriver au Bénin, à Cotonou. Et ce n'est que partie remise parce qu'il continue d'écrire. Et je vous informe qu'aujourd'hui, il sort 2 romans, coup sur coup, 2 romans. Il y a La fortune promise et Les sorciers de Niederlof. Vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui. C'est encore une fois un monument. Alors, ceci dit, de quoi il est question dans La fortune promise? Je vais être bref au cours des questions, on peut revenir sur certains aspects, certains détails. Alors, il s'agit de... Tout à l'heure, avant de venir dans ma chambre, j'ai mis sur ma page Facebook, voici une œuvre allégorique qui fait pleurer l'Afrique et que malheureusement, cette Afrique attend naturellement un bonheur. Et cette idée-là m'est inspirée par l'image que la maison d'édition Marco a placée sur la couverture, la première de couverture. Je n'y avais pas pensé avant, j'ai lu, je l'ai même préfacé, j'ai préfacé cet ouvrage
cet ouvrage, mais je n'ai pas pensé à cette image illustrative assez éloquente. Parce que pour moi, c'est ça. Et il est question d'une fille qui s'appelle Larva, étudiante à Lomé, cité B, et qui un jour sort pour aller au grand marché. Et à Décon, elle découvre un garçon qui prétend être son ange protecteur, un visionnaire, et qui lui dit que la fortune, lui viendra. La fortune apparaîtra à ses portes. Alors, naturellement, la fille là-bas n'a pas compris, elle ne peut pas accepter. Et de retour à la maison, elle reçoit une lettre d'invitation d'appel de son père d'arriver d'urgence à Sokoli. La scène se passe ici, à Bangalam. Et ça, c'est une des raisons pour que je sois là. Parce que les choses se passent autour de nous et nous ne savons pas, nous ne voyons pas. Mais l'artiste, lui, par son regard, il extrait de l'invisible, hein, des richesses et le présente, ou alors les présente au grand public. Lorsque Larva arrive à Sokoli, il y a deux événements qui l'attendent. Son mariage et la cérémonie d'excision. Le mariage avec un riche à l'Asie, qui a l'âge de son père. Il est fortuné, très riche, rien à dire. Mais en même temps, étant donné qu'il a l'âge de son père, la jeune fille ne peut pas facilement accepter ce mariage. Et d'ailleurs, elle est étudiante de ce quoi. Elle a fait la sociologie. Elle finit bientôt en licence et on lui demande de venir épouser un homme, quoique riche, mais très vieux, enfin très âgé, et elle n'a pas compris. C'est le premier poids. Le deuxième poids, c'est celui de l'excision. La famille fait un conseil de famille pour dire, mais attendez, celle-là, avant d'épouser le vieux à l'Asie, on doit l'exciser. Dans la tête de Larva, c'est le monde qui va à l'envers. Lui égard à tout ce qu'elle connaît, elle a appris, elle connaît, elle a fait des études, elle est ramenée à ce point de départ-là où vraiment elle n'a pas compris. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire une fugue. Elle va partir, elle va chercher à partir. Et elle part effectivement. Malheureusement ou heureusement, elle doit revenir parce qu'on est passé par tous les moyens pour qu'elle revienne. Elle revient bon gré, mal gré, elle revient quand même. Et le jour du mariage est fixé. Il faut épouser le riche homme à l'Asie. Elle n'a pas refusé, elle a accepté. Qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? C'est que on ne lui a pas dit. Le titre, c'est la fortune promise. Jusque-là, elle-même ne sait pas que quelque chose de bien l'attend. Malgré ce que le prétentieux, enfin, le petit lui a dit, ange, gardien, protecteur, lui a dit à Décon, elle garde encore une certaine hésitation, un certain doute, et c'est normal. Elle est obligée d'accepter le mariage, et après le mariage, le vieux l'invite à lui donner une fortune colossale, inimaginable. Et c'est à ce niveau que l'auteur chute. Il chute pourquoi? C'est pour ça que je reviens sur ces commentaires que j'ai fait tout à l'heure. Une Afrique qui pleure, mais que le bonheur attend. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, l'essentiel de ce roman, la fortune promise. Qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de thématique? Cette œuvre aborde la question des valeurs culturelles et nous enseigne qu'il y a des mutations dans les mœurs africaines. La preuve, c'est que l'excision n'a pas réussi, n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un bouleversement assez intéressant du côté de la sauvegarde des valeurs, mais aussi de la dignité humaine. Voilà, cet aspect-là. Et ça, je vais revenir là-dessus parce que le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Trône royal de Monseigneur Bariga. On l'enseigne en seconde cette année. C'est exactement la même chose. Entre la dignité et l'ego de l'homme, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut choisir la dignité, préserver la dignité, ou alors choisir la tradition, respecter la tradition, quoi qu'elle coûte? Et la réponse, que ce soit dans l'autre
ou dans ceci? Eh bien, la réponse est la même. Il faut opter pour la dignité humaine. Quelle que soit la valeur de ces valeurs ancestrales, il faut à un moment donné les remettre en cause pour pouvoir garder la tête de l'être humain. L'être humain, même si on doit devenir roi, on ne doit pas tremper la main dans le sang. L'excision, je fais cette comparaison, l'excision ici, c'est aussi une manière de tremper la main dans le sang. Et je fais cette analogie-là juste pour vous amuser, pour nous amuser, pour amuser la galerie. Je reviens. Donc, je disais qu'il y a d'abord la première thématique qui est donc les mutations sociales. Et la deuxième, au niveau de ces valeurs-là, il faut dire que, quoi qu'on dise, l'Afrique garde quand même la famille africaine. Et dans l'œuvre, tout est planifié pour que là-bas soit excisé. Surtout sous le contrôle de sa tante, de ses tantes, de ses oncles. C'est vrai qu'il y a eu quand même un conflit entre les deux générations, enfin les deux groupes, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais c'est ceux qui sont pour qui semblent être à l'avant-garde des choses et qui semblent gagner le combat d'emblée. Mais malheureusement, l'auteur a joué un faux bon à ceux-là qui doivent s'attendre à ce que la partie qui demande que la fille soit excisée ne gagne. Et ça, c'est très intéressant. Je reviendrai là-dessus sur la portée littéraire. Alors, au niveau de côté social, portée sociale, ce qui est intéressant à retenir, c'est que les valeurs, nous sommes les héritiers de certains qui ont vécu avant nous. Et ça, l'œuvre le démontre. C'est parce que le grand-père de Larba, la fille excisée, a confié un trésor au vieux à l'Asie, que ce dernier a choisi Larba pour lui donner l'héritage en fait. Mais seulement, il n'a rien dit à personne. Il n'a pas dit que votre grand-père m'a légué un trésor que je voudrais léguer à votre fille. Mais toute petite, le vieux à l'Asie a toujours contribué au bonheur de la fille en donnant de l'argent pour son éducation, pour son école, ses études, mais personne ne comprenait. Et d'ailleurs, la tante, il y a l'une des tantes qui cachait tout ça. Elle promettait le mariage, la mère, au vieux, mais elle n'a jamais dit que ce vieux-là, en contrepartie, donnait toute une fortune. Et ça, c'est aussi un savoir-faire de la part de l'écrivain. À part ça, qu'est-ce qu'il faut retenir comme thématique? Vous permettez. Et comme thématique, donc l'Afrique a encore ses valeurs culturelles. Alors, quelle est la portée donc? La portée de cette œuvre. La première portée, c'est au niveau littéraire. Ça, je ne le cache pas. Pour avoir lu l'œuvre et l'homme dans ses œuvres, la première portée, c'est que l'œuvre ne laisse pas le lecteur imaginer la fin. Jamais. Et d'ailleurs, dans la plupart de ses œuvres, c'est comme ça. C'est un bon narrateur, un fait narrateur, M. Alabassa Ouro. Il ne laisse jamais quelqu'un deviner la fin de son histoire. Et ça, c'est une qualité. Parce que quand vous prenez certains romans, vous voyez le début, vous imaginez la fin en même temps. Ça ne s'appelle pas création littéraire. Ça, c'est un article de journal, peut-être on va dire. Vous devinez la fin en même temps. Mais lui, quelle que soit l'intrigue, quel que soit le récit qu'il pond, l'intrigue est toujours comme ça, inimaginable, surtout la fin. Jamais. Ça, on peut parier là-dessus. Alors, et puis le roman, c'est aussi un roman à happy end. Ça se termine bien. C'est comme de la comédie. On se chamaille, et puis après, ça se termine bien. Je crois que dans les discussions que j'ai eues avec un de ses amis, Sapao, qui est un prof de français aussi, je crois que c'est propre au thème. Au thème, le thème s'amuse beaucoup, il parle, il raconte, en bien sûr, mais c'est des blagues quoi. C'est comme, ça c'est un ramassis de blagues. Et il sait le faire.
toujours, et à la fin, ça se termine. Mais rappelez-vous que c'est toujours des romans de 200, 300 pages. Lorsqu'il s'agissait de travailler sur la trilogie, on était débordé. Dans l'équipe de l'Harmattan Togo, on était débordé, mais il fallait aller vite parce que nous avions une échéance. Et il fallait lire pratiquement 1000 pages d'un seul auteur à les terminer dans un temps record. C'était fastidieux, mais on y est quand même arrivé. C'est pour vous dire que c'est un bon narrateur. Et dans la création littéraire, il n'y a pas de qualité à apprécier plus que ça. La narration, la qualité de la narration. La qualité. Si vous vous donnez le plaisir de lire ce roman, vous comprendrez par vous-même que c'est une narration correcte. Avec presque toutes les procédures, hein, tout ce qui est comme dans la narration, nous voyons, pas trop rentrer dans les détails, mais la narration antérieure, ultérieure, voyez un peu le prof de français. Et il a combiné tout ça, toutes ces techniques-là, et à la fin, vous vous demandez qu'est-ce qu'il veut dire en fait. Le récit se raconte de lui-même, parfois le récit est dans le futur, dans le présent, dans le passé, alors qu'en réalité, on enseigne à l'école que le récit, c'est le fait de raconter ce qui s'est passé, le passé. Mais malheureusement, et heureusement. Autre portée, je vais m'arrêter là. Et alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenons que aujourd'hui, d'ailleurs au Togo, il y a ce que le gouvernement a décrété, consommons local. Je crois qu'il y a un aspect que je ne retrouve pas dans cette, comment on appelle ça, dans cette façon de faire consommation locale là. On ne programme jamais les œuvres littéraires. Je ne comprends pas. Et ça, c'est une de mes inquiétudes. Peut-être que vous me donnerez des raisons. Consommons local, c'est aussi le roman qu'il faut lire. C'est le roman togolais qu'il faut lire. Moi, je suis administrateur au Bitodra. Bitodra, Bureau togolais des droits d'auteur. Et c'est le débat, c'est la question que moi je pose souvent. Les écrivains n'ont pas le droit normalement parce que l'enveloppe qui est allouée au Bitodra n'est pas consistante et les écrivains ne sont pas considérés comme des biens marchands. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a fait de Bernard Davier? On nous l'a vendu. Qui connaissait Bernard Davier avant, sans la littérature? Mais on nous a vendu Bernard Davier. C'est un produit qu'on a vendu. Qui connaît... mais ici, moi, quand je pense à Sokoré, je me dis, mais il y avait des gens de Sokoré qui écrivent bien. On était une fois allé à Baounda. On était allé là-bas avec le grand écrivain, un des meilleurs écrivains du Togo, Samicha. Quand on était allé, heureusement, on nous a reçus. Je n'imaginais pas, mais les gens ont compris. Mais ça devrait aller plus loin que ça. Un écrivain, c'est une fierté, c'est comme un débailleur. C'est comme... mais pourquoi est-ce qu'on ne vend pas les écrivains? Pourquoi nous-mêmes ne consommons pas nos écrivains? Parce qu'on les connaît? Non, on connaît Adebayor, mais c'est parce que les autres nous ont vendus à Adebayor qu'on a acheté à Adebayor. S'il n'y avait pas Chelsea, s'il n'y avait pas Arsenal, on n'aurait pas connu Adebayor. Mais pourquoi nous-mêmes ici, on ne peut pas acheter le local? Ne serait-ce que pour faire un cadeau à un frère, à un petit frère, au jour de son anniversaire. Et malheureusement, je ne vais pas finir mon exposé sur un dégoût. Non. Moi, je sais qu'à Sokoré, il y a plein de gens. On vous dira, et les enfants, les jeunes qui viennent, seront plus puissants que nous. Hein. Ça, il faut le savoir. Ils seront plus puissants. Ils vont nous demander, papa, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez jeune pour la littérature togolaise? Ah, rien. Je vais m'arrêter là, vous demandant
peut-être s'il y a des questions ou des réponses. D'accord. Et donc, je laisse la parole à Et je disais merci à M. Boko de son nouveau né, la fortune promuse, qu'il a su bien décortiquer, il a bien ressorti les thématiques. Et j'espère que voilà, l'assistante ici, en partant, aura envie d'emporter voilà, ces joyaux-là. Bien sûr, moyennant rétribution. Et pour pouvoir lire ça et mieux comprendre hein, l'œuvre et la personne de la Bassaourou. Et avant de passer au débat, M. Bojona, l'éditeur de cette œuvre, voudrait placer un mot. Je ne vais pas trop perdre du temps, mais j'avais juste quelques notions à éclaircir et quelques ajouts sur ce que M. Bokoa ici présent a déjà dit. Moi personnellement, j'ai déjà lu l'œuvre 2 fois de suite. J'ai lu ça premièrement. Après un temps, j'ai relu l'ouvrage. Tout simplement parce que c'était un fait que j'ai découvert beaucoup de choses. Premièrement, je pensais que c'était des erreurs sur le côté narratif. Il allait et il venait dans le temps. Quand vous lisez l'ouvrage, vous voyez qu'à un moment, le monsieur vous ramène au temps où il était au lycée. Dans un contexte, vous direz, il partage sa vie. Je lui ai demandé si c'était sa vie qu'il partageait. Il m'a dit non, il était dans une conception purement créative. J'ai dit ok. Et à un moment aussi, je vois que au lieu d'utiliser le passé pour le récit, il allait même dans le futur. Et au-delà de ça, quand vous parcourez, j'ai lu aussi 3-4 de ses ouvrages. Et toujours, il s'inscrit dans une logique, dans une thématique actuelle dans laquelle on peut facilement se retrouver. Que ce soit sur la description des lieux, ici par exemple, et dans l'autre aussi, le fardeau encombrant, dans une de ses œuvres, il peignait la ville de Sokodé. Il peignait, et ici il est allé plus loin en parlant de comment Sokodé est né. Il m'a corrigé sur beaucoup de choses que moi je ne savais pas. À la base, je ne savais pas que le mot Kotokoli, ça ne se disait pas. À la base, je ne savais pas, moi je trouvais ça normal, Kotokoli. Bon, il m'a dit non, Kotokoli c'est une insulte. Je ne savais pas. Il m'a dit que c'était. C'est pourquoi dans son ouvrage, j'avais mis quelque part Kotokoli. Il m'a dit non, si c'est ça, il va rompre le contrat. Je dois mettre un thème. Parce que Kotokoli, c'était une insulte. Et après, dans la lecture, j'ai découvert beaucoup de choses que, si vous permettez, je vais essayer de lire en quelques minutes pour essayer de partager avec le grand public. Voilà. Donc ici, il dit, c'est Larba qui raconte ici. Larba, la jeune fille, l'héroïne de ce récit. Il dit, cela dérange au point les amis de mon copain. Peut-être qu'Assoso, Assoso c'est le copain de Larba. Peut-être qu'Assoso lui-même est gêné par mes expressions, mais n'ose pas l'extérioriser pour ne pas me frustrer. Par amour, j'ai même développé un certain autisme vis-à-vis de « et n'eût été l'amour que je porte à mon copain, je l'aurais quitté depuis très longtemps et peut-être cherché un autre villageois. » Entre-temps, on traitait Larba de villageoise parce que son Kotokoli, son thème était trop pur. Quand elle parlait, c'était trop pur qu'à Lomé, on la traitait de villageoise. Donc c'est ce qu'elle essaie de dire. Afin d'éviter de telles railleries. Mais l'amour n'a que faire de toutes ces petites considérations citadines et villageoises. Ce quartier de Sokodé appelé Didaoré, est peuplé par la 4e strate, composée de Maloua, ceux qui ont apporté la religion musulmane, même si les premiers étaient animistes et que l'islam ne fut introduit que beaucoup plus tard, venus du Mali, du Bénin, du Nigeria, voire du Ghana, pour la plupart d'entre eux, il y a quelques siècles déjà. Ils sont constitués de plusieurs familles qu'ils ont vite fait de transformer en clans pour se conformer à la donne de ceux qui étaient en place avant eux. C'est une hypothèse qui paraît vraisemblable quand on voit la similarité entre les grands noms de familles et les clans qui les entourent. Il y a les Traoré, les Touré, les Fofana, les Sissé, les Mandé, mais plusieurs clans autochtones s'y retrouvent minoritairement, certes, mais si on en parle peu, j'ai toujours soupçonné le roi Mola d'alors d'avoir incité quelques clans de venir y vivre.
pour avoir l'œil sur ce que ces étrangers faisaient. D'aucuns soutiennent que ces clans dont ils se targuent ne sont en réalité que des groupements familiaux. Même si leur installation a eu l'onction du roi Mola des Thèmes d'alors, le village dans lequel ils se sont installés a pris rapidement l'allure d'une ville, en raison de leur activité principale qui est le commerce. La ville s'est alors développée autour du quartier de la dernière strate. Le quartier de la dernière strate, c'est Didaoré. Donc c'est autour, il dit, a pris rapidement l'allure d'une ville en raison de leur activité principale qui est le commerce. La ville s'est alors développée autour du quartier de la dernière strate, au détriment des villages où les rois Mola et les autres clans, tels que les Nowo, Koli, Sandou, Daru, Bandi, Dikeni, Niche, Paris et bien d'autres se sont installés. Ce qui pousse certains habitants de cette contrée à désigner les autres clans de villageois de Broussard. Mais à y voir de près, on comprend qu'en raison de leur infériorité numérique par rapport aux autres clans établis avant eux, il leur fallait développer certains réflexes pour se protéger. Peut-être. Ceux-ci n'hésitent d'ailleurs jamais à les taxer d'étrangers, d'envahisseurs et d'autres qualificatifs péjoratifs également, comme s'il y a un clan à proprement parler autochtone dans ce peuple, hormis les Nowo et les Koli. Pendant longtemps, ces petites considérations sociales ont créé un grand fossé entre ces clans dits autochtones et étrangers. Mais à la fin, l'histoire nous apprend que dans le peuple Thème, nul n'est autochtone, nul n'est étranger, et c'est un brassage entre plusieurs composantes qui s'appelle Thème, qui s'est enrichi de l'apport de chaque strate. Merci, c'est ce que je dirais. Eh bien, merci à vous, Marius Boudjouna, pour cette lecture et que nous n'avons pas encore tous lu. Et je pense que la présentation a été bien faite. M. Bokor a détaillé les différentes thématiques qu'on peut retrouver dans ce nouveau roman d'Alabassa Ourourou. Et voilà, nous allons maintenant lancer le débat, puisque nous sommes ici entre intellectuels, parce que toute personne se trouvant dans cette salle a fréquenté. D'ailleurs, il y a des éminents professeurs, il y en a qui nous ont formés, nous qui sommes ici. Il y a également des étudiants, des élèves. Et donc, nous allons lancer un débat pour permettre à chacun de nous de pouvoir non seulement poser les questions, mais voilà, et d'apporter voilà, quelques contributions par rapport à ce que voilà, M. Bokor et M. Boudjouna ont dit à propos de M. Alabassa Ourourou et de son œuvre. Merci. Merci, M. Marius. En fait, je suis Diamando Boura, juriste spécialiste et c'est pour mieux comprendre l'œuvre. Après, en tout cas, participer aux échanges, j'aimerais, si possible, que l'écrivain à la table puisse nous aider à découvrir mieux l'écrivain en question, son parcours, ses études en tout cas. Ça nous permettrait aussi d'avoir une idée, d'établir un rapport par rapport à l'œuvre et lui. Merci. Permettez-moi de prendre la parole au nom du directeur régional de l'éducation pour adresser toutes mes félicitations à notre jeune frère pour avoir embrassé cette carrière. Je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, certains de nos parents sont dotés vraiment de certaines sagesses et s'ils devaient laisser des écrits, je pense que ils peuvent dépasser ceux-là qu'on connaît aujourd'hui comme de ces grands philosophes. Malheureusement, si on ne les connaît pas, c'est parce qu'ils n'ont pas laissé des écrits. Et si aujourd'hui il y a certains qui ont embrassé cette carrière, je pense qu'il y a de quoi vraiment les féliciter. Merci beaucoup. Et maintenant, revenons à cette œuvre littéraire. Il y a deux thématiques que j'ai pu quand même, selon la présentation qu'on a développée dans le document. Il s'agit de l'excision et, disons, le mariage forcé.
l'exigence c'est vrai n'a pas eu lieu dans le document, si j'ai bien compris la présentation, et le mariage forcé, bien sûr, qui a eu lieu. C'est vrai que peut-être que c'est pour véhiculer un message. Bon, tout d'abord, j'aimerais demander, est-ce que ces pratiques aujourd'hui sont encore d'actualité dans la région? Et si, finalement, ce mariage forcé a eu lieu, est-ce que ce n'est pas une façon d'encourager ces pratiques, si ça existe encore dans la région? Je vous remercie. On va arrêter là en attendant pour permettre de commencer par la question. Merci à monsieur pour la question. Je tiens à préciser que non, le terme, selon ce que j'ai appris, parce que ce n'est pas moi qui ai soutenu que cela, moi-même j'étais dans l'ignorance, c'est par après que j'ai su que c'était une erreur de le dire. Selon l'explication que le monsieur m'a donnée, il dirait que Kotokoli serait une insulte dans une langue étrangère, puisque à la base, les thèmes autochtones d'ici aimaient voyager. Et à l'époque, parce qu'il y avait une eau de mauvaise qualité, quelque chose comme ça, ils développaient ce qu'on appelle le guatre. Donc, quand ils allaient au Ghana, les Ashantis les appelaient Kotokoli, bien quelque chose comme ça. Ceux qui ont le bateau sont là. C'est l'explication qu'il m'a donnée. Moi, si j'ai cherché à comprendre. Donc, il disait, donc c'est comme ça le nom est resté depuis le Ghana et après c'est rentré au Togo et ça s'est généralisé partout à travers le territoire national comme quoi Kotokoli. Par après, ils ont essayé de redorer l'image en disant que c'est Kotokeli, ils n'ont qu'à manger, avaler. Alors que non, c'était pas ça. La base même est restée et certains savent encore que Kotokoli est une insulte. C'est du fait de l'ignorance que la plupart on a vulgarisé le mot et on l'utilise en mauvais escient. Sinon, au-delà des frontières, le mot Kotokoli, c'est une insulte. Quand vous arrivez par exemple au Ghana, vous voulez prendre le veau quelque chose, on vous demande, vous dites Kotokoli, ça veut dire que bon, celui qui a le bois. Et c'est mal vu, c'est malveillant et tout ça. Donc c'est ce qu'il a essayé de soigner en disant non, dans son roman, il n'aimerait pas le terme Kotokoli et on devait utiliser le terme. Maintenant, dire qu'on va rallier thème et Kotokoli, c'est comme le blanc et le noir. C'est comme un peuple avec une insulte, non, je ne pense pas que ça fasse bonne image. Merci pour... je ne sais pas si c'est... Je vais ajouter quelque chose sur cette question-là. Pour cette question, il y a plusieurs explications concernant sinon Kotokoli. Quelqu'un te dira que Kotokoli, c'est un nom plutôt réservé à ceux qui sont arrivés ici, par exemple les Tourés, les Traorés, ceux qui ne sont pas autochtones, mais qui sont arrivés à Sokodé et au Togo et qui ont apporté l'islam. Maintenant, les autochtones, ce sont eux les thèmes. Quand on prend les Mola, les Noro, comme il l'a cité dans son livre, mais les Kotokoli, selon les explications de certaines personnes, désignent les étrangers qui sont venus s'ajouter aux autochtones qui sont les thèmes. Et donc Kotokoli, c'est réservé aux Tourés, comment l'appelle-t-on, aux Traorés et autres. Mais quand on parle des autochtones, on doit désigner le terme thème qui désigne les Molas, qui sont les chefs terriens, et les Noro, les Daro, les Dikeni, comme il a cité dans son livre. Donc, selon certaines explications. Donc, il y a plusieurs explications concernant ce mot Kotokoli. Merci. Je ne connais pas, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais à entendre l'autre ou les explications, je crois qu'il est bien de garder plutôt thème, c'est plus valorisant. Et après, si c'est vrai que à l'origine, ça signifie ceux qui ont le goitre, qui aimeraient porter ce nom. Et moi, tous les amis thèmes que je connais, qui sont dans la sphère de la création littéraire, que ce soit Sami Tchak, Anabasao, Anassa Takora et d'autres encore, mais ils n'aiment pas qu'on utilise le terme Kotokoli. Donc, je crois que ça, la raison, l'argument qui convainc le plus, c'est celui-là qui dit que le terme thème est plus approprié. Mais je ne sais pas grand-chose. Je voudrais, si vous permettez. Oui. Est-ce que ces pratiques sont
se pratiquent encore, sont en vigueur. Est-ce que dans le roman, le fait que le mariage forcé est mieux, est-ce que ce n'est pas une manière d'encourager? Non, pas du tout. C'est une manière de pousser le lecteur à réfléchir sur la question. Mais vous voyez que c'est un truc, ce sont des pratiques qui peuvent se passer sans que personne ne sache. Il y a plusieurs raisons. Par exemple, la famille de la fille est pauvre, n'est pas nantie, et demande comment on appelle ça, quelques cadeaux, ou alors reçoit de la part du fiancé des cadeaux qui aimerait couper cette malle-là qui vient tous les ans ou tous les jours. Donc, se peut que ça se fasse encore. Il se peut. Mais le fait qu'on en parle dans une œuvre, c'est déjà une manière de sensibiliser sur le fait-là. Mais quant à l'excision, c'est que c'est déjà, tout le monde sait que c'est interdit. Mais est-ce qu'on peut interdire le mariage forcé connaissant les raisons fondamentales? C'est ça. L'une des raisons, vous n'avez pas de quoi subvenir aux besoins de vos enfants. Et dans le quartier, il y a quelqu'un qui est en Allemagne et qui aimerait vous financer. Vous n'allez pas dire aux gens que voilà, ce monsieur en Allemagne là veut financer ma fille et après l'épouser. Ah, tant pis pour vous. Vous voyez que cette question de mariage forcé est très complexe. C'est comme ça que l'auteur l'aborde. C'est une question très complexe. Voilà. Voilà la réponse que moi j'aimerais intégrer. Est-ce qu'on peut faire des ajouts? Oui, pour renchérir sur ce que monsieur a dit, pour encore élucider un peu la question de monsieur le représentant du directeur de l'éducation de la région centrale, c'est que dans l'œuvre La fortune promise de monsieur Alabassa Oro, et la manière dont il peint le côté mariage, c'est pas clair. Parce que même les parents de la fille n'étaient pas à 100% sûrs que c'était quelque chose d'un peu camouflé, parce que puisque ça ne se pratique pas comme ça, ce n'est plus, parce que la société condamne ça du fait, c'était une tante, je pense, une Kognaou, c'est la tante Kognaou, elle on l'appelle la lion de la famille, dans chaque famille il y a quelqu'un qui, donc c'est la tante Kognaou qui prenait déjà la dot de la fille sans dire, sans informer la famille, sans informer qui que ce soit. Elle prenait des millions, à hauteur de millions pour développer son commerce. Maintenant, quand la fille est rentrée dans la fleur de l'âge, et c'est là il vient avec des pratiques un peu aussi occultes. Occultes pour rabaisser la vigilance du papa, pour pouvoir donner la fille. Quand elle parle, personne ne répond. Puisque les oncles même ont peur de la dame. Et d'un autre côté, la thématique abordée par monsieur Alabassa, les thématiques sont nombreuses. La première thématique, c'est celle d'une étudiante qui quitte un village pour aller vivre à terme. Mais elle a toujours gardé ses mœurs. Elle ne vivait pas chez elle. C'est grâce, moyennant père, elle les vendait. Donc de là, après là-bas, va faire la connaissance d'un auteur blanc. Un auteur blanc qui lui donne l'argent sans lui demander quoi que ce soit, qui l'héberge à l'hôtel. Quand elle fuit l'excision, elle va loger chez le blanc à l'hôtel central. Mais jamais, elle ne s'est jamais attendue à ce que monsieur le blanc lui demande du sexe ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce qu'à la fin, un devin lui dise que le blanc savait déjà qu'elle serait riche un jour. C'est pourquoi le blanc est à sa poursuite. Il a quitté depuis l'Allemagne pour venir chercher l'extase de la fille. C'est pour dire dans ce cas que des fois il y a des enfants qui naissent, d'autres à l'étranger connaissent déjà leur étoile. Tant elles-mêmes, elles sont dans l'ignorance. Donc le blanc a fait le voyage jusqu'au Togo. Elle pensait que c'était une rencontre fortuite, mais ce n'en était pas une. Il avait tout mis en place pour croiser là-bas et l'aider comme ça, pour qu'en retour, il puisse l'épouser un jour et bénéficier de toute cette richesse qu'elle aura dans le futur. C'est à la fin qu'on vient découvrir que le blanc aussi, il n'aime pas les femmes, il aime les hommes. Mais à cause de la fortune, il s'est métamorphosé en un homme normal qui aime les femmes. Et puis bon. Donc il y a plusieurs thématiques. La thématique LGBT, tout rentre en jeu. C'est pour dire que cet auteur, vraiment, il est grand, que souvent quand vous lisez, il vous joue, vous pensez que c'est comme ça. À la base, moi je pensais que là-bas allait épouser le blanc. Parce qu'il était très beau, il s'appelait Sébastien.
Il était très beau, il était très riche, il faisait tout ce que la fille demandait sans rien. Donc quand moi je me suis dit, bon voilà, elle va l'épouser. C'est ce que moi, à la fin, c'est sûr. C'est ça la technique pour il vous dribble. Ok, d'accord. La question du professeur, qui demandait à savoir, tout auteur laisse une partie de lui dans son œuvre. Est-ce que à l'Abassa aussi on pouvait mieux parler de la personne d'Alabassa Ouloud pour qu'on puisse savoir, pour qu'il puisse faire un lien entre son ouvrage et voilà, sa personne? Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais quelle trace, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours dans son œuvre. Hein. Peut-être avec les... Quand il parle de Bangalam, il parle de Terre centrale, ce sont des expériences personnelles qu'il raconte. En fin de compte, pas directement le concernant, mais il parle quand même des endroits qu'il connaît dans son œuvre. De la même manière, il parle de Nuremberg et Laudet. Et c'est ça, c'est une manière de dire qu'il est présent dans ses œuvres. Mais comme c'est une fiction, eh bien, ce n'est pas une autobiographie, donc c'est différent. Une autobiographie, peut-être qu'il écrira un jour sa propre vie. Chers collègues, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est justement le mot fiction là qui pose aussi problème, puisque l'évocation des indices de lieux, Sophodé, j'ai entendu Bangalam, Loubé, c'est beaucoup plus réel, des traces de la réalité. Et je cherchais à savoir si l'auteur lui-même dirait qu'à un moment donné, il s'arrête pour nous faire un cours d'histoire ou de sociologie ou d'ethnologie, je ne sais pas. Puisque quand monsieur... Vous le savez déjà, c'est ça. Dans toute fiction, il y a deux pôles, le réel et le non-réel, le songe et le réel. Donc, ça joue également son rôle ici. C'est difficile de séparer un auteur de sa vie, enfin, d'une œuvre de la vie de l'auteur. C'est difficile. C'est toujours un débat d'école. Et ouais, s'il y a une chose lu son œuvre La malédiction d'Abomey, vous allez comprendre que c'est un monsieur qui aime décrire d'abord l'endroit où il a vécu et en même temps les mystères qui se cachent dans son ethnie, le thème. Oui. Quand vous prenez La malédiction d'Abomey, vous allez voir comment il décrit les mystères ici en Afrique et surtout dans son ethnie. Donc il essaie de mettre en exergue toutes ces les pratiques qui sont retrouvées dans son milieu, mais que beaucoup ignorent, ou que certains prennent ça comme des mythes, ou des fictions. Mais il essaye de mettre en exergue tout ça là. Donc c'est un monsieur qui aime faire en même temps un cours d'histoire, mais mélanger un peu à la fiction. Voilà. Ici, on ne peut que se référer à la fiction, puisque l'auteur même n'est pas là pour nous parler de la réalité. Moi, j'aimerais quand même partager une petite expérience personnelle que j'ai eue avec lui virtuellement. Il m'a parlé un peu de sa vie. Il est né à Sokodé, et au niveau de... Après la cathédrale, à Tchawanda, près de Djobo Boukari, sa maison est là-bas. Il a grandi ici, et ce n'est qu'en 1996 qu'il quitte le Togo. Il quitte le Togo en 1996 pour résider en Allemagne, après études et tout, et il fonctionne là-bas aujourd'hui. Et ce qui est marquant, c'est que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, il manipule très bien la langue française, ce qui est encore plus exceptionnel par rapport, parce que d'autres parts, après 10 ans, ils ont des lacunes d'expression et tout ça. Donc son papa est décédé en 2020, et sa maman vendait du pétrole à l'époque, lui-même il en vendait, il m'en a parlé, et il transportait pour vendre 5 francs, 10 francs, 10 francs dans les maisons. Donc c'est tout ce qu'on peut avoir, puisque malheureusement lui-même n'a pas pu faire le déplacement pour être là parmi nous aujourd'hui. Je ne connais pas sa date de naissance, je n'ai pas vraiment... Merci. Il est né en 1966. Il vit à Munich. Mais allez sur Google, il y a sa biographie. On va maintenant passer à la deuxième phase des questions et ajouts sur le... Si. Je suis Diamalo Koura, juriste, publiciste, artiste, plasticien. Ma question est celle-ci. Vous avez dit, monsieur Maurice, que dire
Kotokoli, c'est une insulte. Je voudrais savoir en quel sens. Ne serait pas mieux que vous puissiez dire tel Kotokoli. Comme ça, disons, il y a une petite particularité là-dessus, merci. Professeur de français au lycée Tchanga. Premièrement, ce n'est pas une question, c'est une contribution par rapport à la question concernant l'appellation thème ou protocoli. Et lorsque vous avez commencé la lecture de l'œuvre, j'ai cru entendre les écrits du professeur Tchakpele, Zakari, et sur les réseaux sociaux, nous voyons toujours ensemble le professeur Zakari Tchakpele et l'écrivain, souvent, et se partagent des connaissances, Sami Tchad, etc. Et je pense qu'en interdisant par exemple l'appellation Kotokoli, certainement il est aussi influencé ou il partage les mêmes visions que le professeur Tchakpele, qui est un élément capital pour la promotion de la culture thème. Et je pense que le professeur a montré, lui, j'ai lu, il a dit que l'appellation Kotokoli serait née suite à l'esclavage. Donc les esclaves, les esclaves envoyés par l'armée Sémassi ici de Sokolé sont étiquetés Kotokoli là-bas. Et donc justement parce qu'ils portaient ce que vous avez dit exactement, le goître, et c'est généralement des gens pris dans les montagnes d'Alitour. Et donc selon eux, ça désigne toute personne qui porte cette malformation. Et l'appellation thème est antérieure à l'appellation Kotokoli. Donc il privilégie l'appellation thème qui est authentique et l'appellation Kotokoli peut avoir donc, une origine injurieuse. Donc il serait mieux que nous prenions tout simplement les thèmes, ça nous va déjà très bien comme ça, et c'est comme ça. Et bien, la deuxième question ici, moi je voulais voir si j'avais aussi des inquiétudes par rapport au mariage qui a été consommé. Je me disais, est-ce que ce n'est pas la promotion du mariage forcé? Mais la suite dans vos explications m'ont conduit à dire que nous allons essayer d'aller au-delà du contexte là-bas-fille. On va aller au-delà pour voir là-bas tout comme un continent. Et si nous allons dans cet aspect-là, la compréhension nous paraît un peu plus aisée. Parce que si nous quittons là-bas humain pour aller à là-bas continent, parce que le blanc Sébastien qui, je n'ai pas encore lu d'œuvre, qui est venu, qui a quitté l'Europe pour venir faire la cour à là-bas, parce que sachant que là-bas possède une fortune, me laisse croire que là-bas, au-delà de cette personne, ou de cette forme humaine qu'on lui a attribuée, est un continent. Et donc, ce continent-là, entre-temps, qui se perd à la recherche de son bonheur, et il y a cet ange-là qui revient dire au continent, attention, ton salut se trouve dans ta tradition, ou bien derrière toi. Et ce retour, ou bien cette acceptation du mariage, pour moi, c'est au-delà du mariage que nous le comprenions, mais c'est l'acceptation de son identité, de sa culture, qui lui confère désormais son bonheur. Donc c'est comme ça, moi, je sais un peu de comprendre cette partie-là. Merci. Pour la contribution sociale. Quand parlant de mariage forcé, tout le monde a l'impression que c'est lorsqu'on marie une fille à quelqu'un qu'elle ne désire pas qu'on dit forcément mariage forcé. Le mariage forcé existe bel et bien jusqu'à nos jours. Refuser juste à une fille de se marier pour certaines raisons, c'est déjà un mariage forcé. Elle a trouvé son nom, elle vient, elle présente à ses parents. Catégoriquement, on ne veut pas de lui, on ne veut pas de lui. Voilà une autre forme de mariage forcé qui existe aujourd'hui. Et ça a des raisons religieuses, des raisons pécuniaires, financières et plusieurs autres raisons qui font que des fois juste, et ça se passe dans toutes les familles, dans toutes les maisons, mais on ne voit pas ça. Parce que tant qu'on n'a pas pris une fille, traîner de force pour aller déposer chez un vieux monsieur, on ne voit pas encore le mariage forcé. Mais combien de sœurs, combien de jeunes sœurs ne sont pas déjà venues avec un mec à la maison dont les parents ont rejeté catégoriquement. On ne veut même pas de ça.
Comment on appelle ça? C'est une autre forme de mariage forcé. Et ça se trouve dans toutes nos maisons, malheureusement. Nous fermons un peu les yeux là-dessus. Maintenant, vient ma question. Et dans la petite partie, dans le petit extrait que M. Boudjouna a lu, il a parlé de la 4e strate de formation et de la création de la ville de Sokolo. J'espère que les 3 premières strates ont été aussi citées dans le livre. Merci. Maintenant, ça se tient. Il faut voir que parfois l'œuvre échappe à son créateur. Je suis sûr que M. Alabassa Ourou, même dans sa création, n'avait pas songé à l'arbre qui va représenter tout le continent africain et qui sera à la fin obligé de retourner à sa source pour trouver son bonheur et de ne pas continuer avec le monsieur blanc qui est venu avec des cadeaux, avec une richesse immense sans savoir qu'il voyait déjà l'avenir. Donc merci déjà, merci énormément pour cet ajout. Et je tiens à éclaircir un petit truc, c'est que le monsieur, le vieux, l'octogénaire auquel on destinait là-bas et que là-bas finalement accepté sous la contrainte d'épouser, il l'avait juste épousé pour pouvoir lui léguer une fortune qu'il avait héritée du grand-père de là-bas. Je ne sais pas quelle sagesse le grand-père de là-bas avait eu. C'était un monsieur qui était très respecté dans le village. Le village, c'est Kadambara. C'est à Kadambara. Là-bas est originaire de Kadambara, donc la scène se passe à Kadambara. Donc le vieux, quand il voulait mourir, il avait des enfants, mais il n'a pas donné la richesse qu'il a héritée d'un génie. La richesse là, c'était tout sous forme de neuf. Vous voyez? Et c'est une biche qui porte l'œuf et il vient dans un songe. Donc c'est il se baladait dans une forêt comme ça à la recherche de son bonheur. Quand cette divinité lui a apparu, il lui a confié cette immense richesse. Il a vécu bien et avant de mourir, il a tout légué. Tout. Jusqu'au dernier centime. À une autre personne, à un voisin, il lui a remis ça avant de mourir. Ce qui fait que sa famille, à lui-même, est revenue dans la précarité, laissant une autre maison dans la richesse et l'opulence. Eux, ils ont vécu comme ça. Et ce monsieur, maintenant, avant de mourir, il vient pour épouser là-bas. Sur la base de quoi personne n'avait compris. Jusqu'au jour où on accepte de lui donner la main de là-bas. Sans la toucher, il ne l'a jamais touchée. Il était comme ça. Un jour, on lui dit que voilà, si je t'ai demandé, ta main, c'est pour pouvoir te confier quelque chose que ton grand-père m'avait confié de garder pour toi. Je ne sais pas si vous voyez. Il est parti, il a vidé tous ses comptes en banque à la BCAO, à l'UTB, des centaines de millions qu'il a versés sur le compte de là-bas. Les banquiers même étaient contre que c'était quelque chose de très osé. S'il le faisait par amour de revenir, il a dit non, c'était sa propre décision. Il a tout transféré et après, il libère là-bas d'aller épouser Asoso, qui est son copain, celui qu'elle aime. Donc ce mariage, je n'ai pas compris quel contrat liait les deux vieux, mais c'était comme ça. Après avoir remis la richesse, il a libéré la fille et à la fin, je vais dire, c'est quelques mots que j'ai gardés, qu'on a pris pour faire les pages du roman. Il dit, Fabien ouvre la porte et quitte la chambre. Fabien, c'est le blanc. Fabien, c'était pas Sébastien, c'est Fabien. Fabien ouvre la porte et quitte la chambre. Sans savoir ce qui me prend, je cours et saute de joie sur Asoso. Je me mets à l'embrasser comme si nous étions seuls au monde, seuls dans cette chambre. C'est la dernière phrase du roman. Donc à la fin, Larba et Asoso se marient. Tous les autres prétendants qui étaient là, comme des personnes de dernière minute qui venaient profiter, tout ça là, et le vieux, tous vont quitter pour laisser la place au jeune Asoso, qui est un jeune étudiant aussi, qui n'avait rien, mais qui a soutenu jusqu'à faire la prison pour Larba. Merci pour, c'était un ajout. Donc si vous n'arrivez pas, si vous ne lisez pas, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses dedans qui vont se passer. Merci. Contribution? Oui, monsieur. Et merci à vous tous pour le plat que vous nous offrez ce soir à travers l'œuvre de notre cher compatriote Alabassa Ourou. Et je voudrais aborder le côté pédagogique de la chose. Et M. Boko, dans son intervention, a dit que nous devons consommer des produits togolais. Et nous sommes tous d'accord avec lui.
Et la manière de promouvoir nos produits, surtout les œuvres, c'est de les inscrire dans les programmes scolaires. Et ça a commencé depuis l'année passée. Mais la question que je me pose, combien de nos élèves arrivent à lire ces œuvres qui sont inscrites au programme, les œuvres togolaises? C'est bien d'inscrire ces œuvres, mais il faut aussi chercher la politique, mettre la politique qui nous permettrait d'être en possession de ces œuvres, de les avoir dans nos salles de classe. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous, enseignants, professeurs. Et nos élèves, nous savons qu'ils ont besoin de ça. Et c'est en lisant ces œuvres togolaises qu'ils viendraient à se les posséder et à être de grands lecteurs. Mais malheureusement, les œuvres togolaises sont très chères. C'est un constat que nous avons fait. Je sais que les raisons sont là, vous allez nous les dire tout à l'heure. Maintenant, est-ce que l'État ne peut pas, dans sa politique, doter nos établissements de ces œuvres pour que nous les ayons en quantité suffisante, comme les textes et les livres. Comme ça, les transporter en classe, ça peut motiver, ça peut permettre à nos élèves de les lire. Vous êtes habitué au drap, je crois que vous êtes bien placé pour répondre aussi à cette question. Merci beaucoup. Je suis Amaker, professeur de français à Tchawanda. Je demande que fait-on pour mettre les livres à la disposition des élèves, des professeurs, et pour promouvoir la consommation locale. C'est très simple. La première chose qu'il faut dire, c'est que dans la culture togolaise, il n'y a pas de place pour le lire. Avant, jusqu'à une période récente, il n'y a pas de... Et ça, c'est un constat, ça fait mal. Maintenant, que faut-il faire? Il faut encourager d'abord nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes nous intéressons à la lecture des auteurs togolais? C'est ça la question aussi. Vous allez dans certains établissements, les élèves ne savent même pas qu'il y a des auteurs togolais. Or, il y a plus de 300 auteurs togolais aujourd'hui. 300, plus de 300. Sans compter ceux qui sont à l'étranger. Sur le territoire togolais, les publications, quand vous voyez un peu ce que les éditions, les maisons d'édition font, ils tournent autour de 300, 400, comme ça. Mais est-ce que nous-mêmes, nous intéressons à ces auteurs? Deuxième chose, il faut dire que la deuxième raison tient à la première. Il faut dire que les Togolais ne savent pas qu'un livre est un bien. Un livre est un bien. Comme je l'ai déjà dit, au même titre que les autres biens qu'on vend. Vous voyez? Et si la France continue de vendre Jean-Jacques Rousseau aujourd'hui, on ne se demande pas pourquoi. C'est parce qu'ils ont compris que l'industrie du livre doit marcher. Et ça apporte des devises pour le pays. C'est maintenant que les gens comprennent un peu, mais qui sont ceux-là? Combien sont-ils? À comprendre qu'un livre, c'est une richesse énorme. Donc la question est à ce niveau, la culture du livre. Et maintenant, le travail qu'il faut faire, c'est de sensibiliser sur... Il y a un problème au niveau général, au niveau national. Ce qui fait que les livres coûtent cher, c'est que le Togo a ratifié un accord, on appelle l'accord de Florence, qui doit détaxer les intrants du livre, les papiers, les colle, les imprimantes et tout. Mais jusqu'à présent, ce qui manque, c'est le décret d'application. Et moi, depuis que je suis au Bitodra, le travail là, tous les jours, c'est ce que nous disons. Il faut pousser
on dit que c'est prêt, c'est dans les tiroirs de quelqu'un. Donc, on ne met pas en application. Quand vous allez au Bénin, ils ont ratifié, ils ont fait promulguer la loi, et donc il n'y a pas de problème dans les autres pays. Mais au Togo, il y a cet accord de Florence, qui fait qu'on ne peut pas ajouter facilement les intrants du livre. Du coup, le livre devient cher. Ça, c'est l'une des raisons. Maintenant, on se bat depuis, ça ne marche pas. Même quand Mme Anaté était ministre de la Culture, elle a fait des pieds et des mains, mais le dossier est encore là dans le livre. Et il y a beaucoup de choses qui tournent autour du livre. Il y a des formations autour du marché du livre, comment créer le marché du livre pour que le livre soit accessible, mais jusque-là, ça tarde à venir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ces rencontres-là, s'il y a des professeurs de français, c'est à eux aussi de faire le travail de promotion. La lecture que fait le collègue tout à l'heure de l'Afrique, le mariage, entre le mariage de l'Arba et le continent africain, c'est intéressant. Ça, c'est un article déjà. Un article à publier dans un journal. Et vous cherchez, à force de faire, les gens viendront à vous. Les gens finiront par vous chercher à voir qui est celui-là. Donc il faut remarquer que nous-mêmes, au niveau de l'enseignement du français, nous ne nous mobilisons pas pour faire entrer la littérature togolaise dans les programmes. Parce que pour qu'un livre rentre dans un programme, dans le programme national, il faut qu'on voit un peu les tenants et les aboutissants. Pour qu'on voit vraiment, est-ce que ce n'est pas politique? Est-ce que ça ne va pas changer le comportement des enfants? Est-ce que ça ne va pas induire en erreur? Mais si on fait des articles qui expliquent vraiment les œuvres, c'est facile. C'est ça. Donc, et puis quand on met une œuvre au programme, c'est beaucoup d'enjeux. C'est des millions que l'auteur gagne. Et en même temps, ça fait de la jalousie. Ça fait, moi je crois qu'il appartient aux jeunes que nous sommes, les jeunes professeurs, d'oser. Il faut oser. Il faut oser. Il faut écrire. Il faut publier. Et quand vous publiez, tôt ou tard, les gens viendront vous demander qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Vous apportez à la culture togolaise. Vous apportez beaucoup de choses à la nation togolaise. Mais si nous sommes là, nous faisons rien, nous, professeurs de français, si on ne fait pas, qui va faire? Vous voyez, donc, aujourd'hui, le constat est amer. Les œuvres qui sont au programme n'ont pas de profil. Ils ont mis l'œuvre comme ça au programme, et puis il n'y a pas un document qui l'accompagne. Ils ont mis en second la littérature togolaise. Mais quel est le cours? Qui a fait le cours là? Qui a laissé ce document? Mais il y a des professeurs d'université, on ne les accuse pas. Ils s'occupent de Victor Hugo, ils s'occupent de Montesquieu, ils s'occupent de Voltaire, ils ne s'occupent pas des gens d'ici. Alors que ces auteurs-là on a déjà fait des thèses, des milliers de thèses sur ces auteurs-là, et nous continuons toujours par faire des thèses sur Victor Hugo. Vous voyez? Donc je crois qu'il appartient à la jeunesse, parce que tôt ou tard, les gens vont passer. Il faut qu'il y ait une relève. Moi, je suis très intéressé par la réflexion, les réflexions que nous menons ici sur l'ouvrage-là. Et le mariage, c'est un contrat. Entre l'Europe, l'Occident et l'Afrique, c'est un contrat. Et comme on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce mariage-là, parce que c'est pour ça qu'on se demande, est-ce que ça se passe encore? Les contrats de mariage existeront toujours. Tout comme les contrats entre l'Occident et l'Afrique. Mais qui connaît les causes réelles? Qui va interdire ça? Personne. Et c'est pour cela que le mariage forcé existera toujours. Quand le Togo, le Bénin, a besoin par exemple d'un million pour fêter l'indépendance, on prend l'argent chez Poutine. Mais Poutine va venir au Bénin dicter sa loi. C'est ça le mariage forcé. C'est exactement ça. Vous avez donné de l'argent, eh bien il faut que la fille vous revienne. Vous avez financé la construction d'un marché comment on appelle, à Tchampader ou à Mangala. Vous avez construit un hôtel, non, l'hôtel de ville pour la commune de Mangala. Mais celui qui a donné l'argent, il viendra imposer sa loi. Donc, c'est complexe.
Moi, je crois que petit à petit, chacun va jouer son rôle de colibri et pour faire avancer les choses. Il n'y a pas que les autres. Nous aussi, nos professeurs de français, on peut faire ce travail. Moi, je serais intéressé de revenir ici, voir les publications des amis et si possible. S'il vous plaît, ces genres de choses que je fais, je ne fais pas pour seulement de l'argent, pour forcément de l'argent. Pratiquement chaque mois, j'ai un auteur à préfacer. Je ne me vante pas, j'ai fait beaucoup de préfaces. Beaucoup. Les jeunes, il faut leur dire, voilà, corrigez ça, faites ça, faites ça, faites ça. Le récit n'est pas bon, il faut corriger, il faut corriger, il faut corriger. C'est aussi l'une de nos missions, en tant que secrétaire général. Si on ne fait pas, qui va le faire? Il faut venir ici montrer aussi qu'il n'y a pas que Lomé et qu'il y a des gens dynamiques aussi à l'intérieur. Il y a des écrivains. Quelqu'un a dit tout à l'heure que si nos parents savaient écrire, ils auraient laissé des traces énormes. Effectivement. C'est juste en passant. Un auteur togolais, un monsieur Pelouvon, il est en Allemagne. Il a écrit des choses à la manière de Descartes, discours de la méthode. Il a écrit, quand vous lisez, c'est comme Nietzsche. Il a écrit comme ça, Nietzsche. Il a écrit, et quand l'éditeur allemand a vu, il dit, mais toi tu es trop loin pour avoir des idées comme ça. Et le récit, on l'a mis au conditionnel. Tout le récit au conditionnel. Quand ils m'ont appelé, j'ai lu, il est revenu, on s'est rencontrés. Il a dit, mais c'est un livre, mais lui-même il est sûr que le livre n'est pas bien écrit. J'ai regardé, c'est le con. Tout est au conditionnel. Comment on va parler au conditionnel? Il n'a rien dit. On a dû reprendre ce texte. On a repris. C'est l'Allemagne qui a publié. Un éditeur allemand. Il a refusé catégoriquement que le noir ne peut pas écrire, ne peut pas avoir des idées comme ça. L'œuvre est actuellement publiée à Cotonou. On s'est pour dire qu'il faut toujours oser. Moi, je crois que nous avons des potentialités que nous n'exploitons pas. Je m'adresse aux collègues. Vous n'avez pas besoin d'être forcément à l'honneur aujourd'hui pour pouvoir écrire et publier. Même des réflexions. Vous n'avez pas besoin d'écrire forcément un roman. Non. Écrivez comme il est là. Vous écrivez, même si c'est des réflexions, que vous mettez à la disposition des enfants. Et après, on va voir s'il faut lire. Il faut leur dire aussi de lire. Il faut leur donner des cadeaux, le livre comme cadeau. Ils vont lire. Voilà. C'est pas facile. Pour Ajo, je tenais à dire que la littérature africaine aujourd'hui, au devant, nous avons la plupart, ceux qui sont devant, ce sont des Togolais. La plupart, la littérature africaine. Même si au Togo, sur la scène nationale, ils ne sont pas forcément devant. Moi, j'ai connu la plupart de ces auteurs seulement à l'université quand j'apprenais les lettres à l'université. C'est seulement dans nos programmes qu'on a eu à étudier ces auteurs. Et quand on les lit, on se demande, mais ce sont des Togolais aussi. Je dirais M. Sami Tchak, Feu Daniel Lawson Body, Mme Tassim Koutchoukalo, Kossi Efui, Apédoama. On a proposé à Kossi Efui l'Académie française. Hein. Il a refusé. Et c'est Dany Laferrière qui l'a remplacé. Pour la petite histoire. C'est un Togolais. Et Sami ne vit que de l'écriture. Il prend la bourse, il va en Amérique latine, il reste là pendant 6 mois dans une bibliothèque, il écrit. Mais il écrit pour qui? Pour celui-là qui l'a financé. C'est ceux qui n'ont pas les financements qui écrivent les réalités locales. Lui ne publie pas pour gagner de l'argent, il écrit pour son peuple. Mais il ne peut pas être connu à l'international parce que celui qui l'a financé ne l'a pas placé à l'international. Si on fait sa publicité à l'international, ce sont les réalités telles qu'on va trouver. Mais qui est prêt à financer les réalités telles? Vous voyez un peu, c'est des enjeux énormes. Donc, osons. Voilà, donc, c'est pour dire que sur la scène internationale, vraiment, ce sont les Togolais qui mènent la danse. Et je me rappelle l'année passée, il y avait un Togolais qui avait publié une œuvre dans laquelle il y avait des fonctions mathématiques, des équations. Oui, pour continuer la lecture, il fallait résoudre. Il a rallié la mathématique à la littérature. C'était quelque chose de vraiment inédit. Et ce sont des Togolais souvent qui le font.
La plupart, j'ai vu des concours de JC Lattès en ligne, j'avais participé. À un moment, ils interdisaient les Togolais. Parce que souvent, ce sont les Togolais qui allaient à la phase finale et tout ça. Donc, à un moment, ils limitaient le nombre des Togolais pour que les Béninois, les Ivoiriens et les autres puissent assez avancer dans le concours. Maintenant, pour les actions qu'on mène, c'est vrai, il n'y a pas assez d'initiatives, mais quand même, on est une jeune maison d'études, on ne fait pas encore 3 ans, à peine on fait 2 ans sur la scène nationale, mais quand même, on a mené quelques projets. Par exemple, les élèves, tous ceux qui ont moins de 18 ans, on les édite gratuitement. Tous les élèves. On a déjà une œuvre, Le Réveil d'or, si vous allez sur les réseaux sociaux, Le Réveil d'or. Ce sont des poèmes que plusieurs élèves, ils se sont mis, l'autre a amené son poème, l'autre a amené son poème de plusieurs établissements de Lomé. Et ensemble, ils ont fait un recueil qu'ils ont soumis et on les a édités. Et ce sont des œuvres. Monsieur est ici, le premier jour je l'ai amené ça, il a dit non, ce poème, on devait vraiment l'éditer. Parce que c'était quelque chose de carrément... Moi, je n'avais jamais vu ça sur la scène politique. Un élève qui écrit un poème avec, en une strophe, un quatrain, 3 lignes, petite ligne, mais jusqu'alors, on ne sait pas ce qu'elle dit. Mais il y a un message dedans, on ne comprend pas. Le poème, le titre, c'est Dieu du ciel. L'autre écrit obscurément. Ce sont des poèmes. Ce qu'on voit souvent les enfants mettre, ils ont des trucs dans la tête que quand ils mettent sur écrit, ça étonne. Et quand on édite, forcément, ça plaît. Donc cette œuvre, prochainement, on aura un dîner spécialement avec les profs de français, avec les directeurs. On pourra parler plus aisément de ces œuvres-là. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est la première action qu'on mène avec les élèves. Après, on crée des événements littéraires. Les cafés littéraires. Il y a ça à Lomé. À Lomé, moi, je participais chaque mois à un café littéraire. Au niveau de la maison des jeunes d'Amanda Aomi. Il y avait chaque mois, il y avait une œuvre, les œuvres de Urban Amouzou, Belle comme La femme d'autrui, Dosavi Arnaud, Chant de sable. Chaque mois, il y avait un café littéraire et il y avait de l'engouement, il y avait plusieurs personnes, des autorités, tout le monde venait ensemble, on lisait, on partageait un café autour d'un truc et c'était vraiment plaisant. Ça permet aussi à la maison d'édition de vivre, de vendre, de l'auteur aussi de gagner quelque chose, mais quand même ça permet aussi au grand public d'être au courant des œuvres qui sont publiées sur le territoire national. Voilà. Donc la troisième action, c'est avec les grandes personnes aussi. Quand on vient, on n'édite pas au même coût que les autres maisons d'édition, comme les éditions continentales, les autres. Nos prix sont carrément réduits pour permettre quand même au Nord de bien s'épanouir du côté de la littérature. Merci. Et merci à vous pour cette explication. Nous sommes presque à la fin voilà, de cette séance dédicace et pour ne pas perdre trop de temps. Mais avant de clôturer, nous allons inviter une personne ici sur ce panel, M. Ourouba Jamal, qui voilà, a fait un travail énorme sur cet ouvrage. C'est lui qui a proposé voilà, cette maquette-là. Mais il fallait mettre son nom. La prochaine fois. Voilà, il va venir nous expliquer comment l'idée est venue, comment il a pu s'inspirer pour faire. Voilà. Comment il a pu mettre, comment l'appelle-t-on, il a pu concrétiser cette idée-là. Et il faut dire que c'est, comme il s'est présenté en posant la question, il est juriste publiciste de formation, mais aussi artiste plasticien. Et M. Ourouba Jamal, nous allons lui donner le micro pour se présenter, voilà, et nous expliquer comment il a mis son génial contribution pour matérialiser cette idée-là qu'on lui a envoyée. Bonjour à tous. Je suis Jamal Ourouba, juriste, publiciste, formateur en art plastique à American Borna et à American Borna et UNESCO, club UNESCO de l'Université de Cara. En fait, ça a été vraiment un plaisir pour moi de pouvoir illustrer ceci, parce qu'en tant qu'artiste, la plupart de mes œuvres ont été toujours sur ce qui est mal, c'est-à-dire sur des trucs auxquels nous devons combattre. On peut en citer la maltraitance de la femme, avec tout ce qui a trait à la femme.
Et ici, là, il était question c'est-à-dire de montrer, je ne sais pas, une fille togolaise en situation comme le roman le dit. Donc, avec le résumé de ce qu'on m'avait donné, j'ai tenté d'illustrer quelque chose en jouant un peu avec les couleurs, avec une fille qui pleure. Donc c'est mon inspiration. Je vous remercie beaucoup pour Merci donc à Ouroura Jamal, qui voilà, est un véritable génie. J'espère que vous aurez l'occasion plus tard de découvrir ses œuvres, parce qu'il fait souvent des expositions. Et je pense que, mis à part cela, nous avons presque fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons... D'accord. Là, nous allons prendre probablement la tête. Je suis juriste privatiste. Et ma contribution, ce n'est pas une question, c'est un apport. Et comme nous sommes en présence de beaucoup d'enseignants, je voudrais profiter ou saisir cette occasion pour d'abord les remercier pour le grand travail qu'ils abattent sur le terrain et leur demander humblement d'insuffler cet amour de la littérature ou de tout ce qui est écrit à leurs élèves. Parce que je suis sûr qu'ils l'ont ressenti et ils le ressentent chaque jour sur leur copie pour la petite expérience que j'ai eu à faire. Et la plupart des apprenants se sont désintéressés de la littérature. Donc, je voudrais prier à ce qu'ils puissent insuffler cet amour-là et aux apprenants. Et en dehors de ça, je voudrais saisir aussi l'occasion pour revenir au secrétaire de l'association des écrivains pour sa préoccupation en ce qui concerne le fait que la plupart d'entre nous et de nos autorités ne promeuvent pas la littérature. Et je voudrais qu'il profite de sa position pour mettre l'énergie nécessaire pour que cette loi puisse être ratifiée. Et je voudrais insister sur le fait que c'est vrai, nous sommes prêts à dépenser beaucoup d'argent peut-être pour ce qui va se retrouver dans notre assiette, mais notre esprit a besoin aussi d'être épanoui par la lecture. Et aussi, par la lecture, nous avons beaucoup d'idées qui peuvent nous inciter à la création également. Donc, nous nous contentons souvent d'apprendre ou de lire juste pour avoir les diplômes. Une fois que nous avons terminé, on a les diplômes, on ne touche plus ou on ne se gêne plus pour la lecture. Donc, c'est un cri de cœur pour que tout le monde puisse s'intéresser à nouveau à la littérature, parce que c'est quelque chose qui est très très épanouissant et ça te permet d'avoir des idées, pourquoi pas d'entreprendre et de résoudre même des problèmes de la vie quotidienne. Merci à tous. Et oui, ah oui. Dernier mot, sincère merci à vous tous qui êtes là ce soir. Et moi, ça me va droit au cœur. Parce que en quittant le je me dis, ah oui, est-ce que ça va être bien? J'avais des préoccupations liées à tout, surtout à la présence d'un public. Et déjà, ça me réconforte. Et ça prouve qu'il y a un public à se coller. Il y a des gens de toutes les façons. Et c'est déjà un public cible pour toi, pour ton entreprise, mais dans un travail, avec un travail bien fait,
il faut leur faire des propositions. Il y a des gens qui ont des idées, mais ils ne savent pas comment les mettre sur papier. Tu peux les aider à écrire. Ça se fait. Ça se fait. Moi, on le fait. Donc, tu leur fais des propositions. Et après, tu vois, on est là, on est derrière. Donc, tu es un bon garçon, mais à pas faire quand même. Tu dois s'améliorer. Donc, on est ensemble. Et merci à vous, merci à tout le monde. Merci, sincèrement, je suis très comblé. Merci. Je repars avec un bon souvenir de ce collègue. Et merci infiniment. Et oui, Monsieur Barus, certainement que vous avez quelque chose à dire avant qu'on y referme cette séance. Ben oui, le plaisir, il est immense, de mon côté aussi. Merci pour vous et pour tous ceux qui ont fait le déplacement depuis Lomé, car ici, certains sont venus parce que, bon, de toute façon, on est là et je ne peux que dire merci. Donc, la maison d'édition, si vous me voyez, puisqu'on est là, c'est fini. Les conditions d'édition à la maison d'édition Marco sont simples. Vous avez un texte, vous le soumettez, c'est pas moi qui décide si le texte est bon ou pas. Donc quand moi je prends le texte, je lui soumets. D'abord, c'est notre premier lecteur et correcteur. Quand il lit, il donne son accord. Si c'est bon, il y a aussi d'autres personnes qui sont derrière. Moi, je ne suis que la partie visible de l'iceberg. Visible de l'iceberg. Donc il y a tout un bloc derrière. Donc quand ils donnent leur accord, le texte est bon, c'est fini, on commence les travaux. Il y a 3 modalités. L'édition à compte d'auteur. L'auteur prend en charge toutes les dépenses qui s'affairent à l'édition. Et il y a le compte participatif. La maison d'édition aussi, il y a lieu, va participer ce qu'elle peut, et puis l'auteur aussi va amener. Et il y a le compte éditeur, on n'est pas assez solide tellement pour ça totalement. Mais quand il s'agit des enfants, on fait le maximum quand même pour leur éditer. Quand ce sont des moins de 18 ans, quand c'est un élève, c'est pour promouvoir ce côté-là, surtout avec les élèves. Donc quand c'est les élèves, ce compte, ça passe, cette modalité. Mais quand c'est une personne en pleine possession de ses capacités financières, là, il y a un petit problème. Donc c'est ça. Soit l'auteur il vient avec ses moyens, on lui fait le travail et tout, ou soit on participe toujours, et ou soit l'édition met les moyens pour la finition, le début jusqu'à la finition. Donc les contacts des éditions Marco, c'est le 93, le 93, 96, 88, 58. 93, 96, 88, 58. Pour la dernière information, ce que j'ai à dire, c'est que à la fin du mois d'octobre, début novembre, on aura, sur idée de plusieurs personnes derrière moi, d'organiser un dîner à Sokodé, un dîner littéraire. Comme qui dirait pour les enfants, on parle de café littéraire. Mais pour les grandes personnes quand même, un dîner autour d'un petit repas et pour partager plus après avoir lu, pour ceux qui l'auront, après avoir lu, qu'on ait à partager quand même les expériences sur d'autres ouvrages aussi, tout ce qui se réfère à la littérature pour faire vivre les hommes de plume. Merci bien. Eh bien, merci à vous, M. Boudjouna. Et comme ceci dit, nous sommes presque à la fin de cette séance dédicace. Mais il faut dire que voilà, le livre se vend à 3 000 francs pour ceux qui veulent se l'offrir. Et il faut dire que voilà, nous n'allons pas clore cette séance sans remercier les médias présents ici. Et notamment la Centrale Togo Télévision, la première chaîne de télévision en ligne ici à Sokodé, mais aussi qui est dirigée par M. Kader Tchalile, qui est présent parmi nous ici. Et il y a également une presse en ligne qui aussi est ici à Sokodé, TIC Info Média, qui est dirigée par moi-même.
et qui est représentée ce soir dans cet événement par notre rédactrice en chef, Neima Assanti, qui est parmi nous également ici. Et maintenant, je pense que voilà, tout est dit. Mais avant de passer à la collation, nous avons invité l'assistance à jeter un coup d'œil. J'allais à venir. Et donc, nous avons invité, avant d'aller à la collation, l'assistance à jeter un coup d'œil sur voilà, les œuvres exposées là. Et ceux qui veulent s'en offrir, voilà, peuvent approcher le directeur, M. Boudjouna. Et comme nous l'avons dit, nous avons aujourd'hui bénéficié de, voilà, de la largesse d'une personne qui n'est plus à présenter, M. Tchakondo, le directeur de l'hôtel Salut Palace, qui a accepté qu'on organise cette séance dédicace voilà, dans sa salle de réunion, une belle salle confortable, bien climatisée, comme vous l'avez pu constater. Donc nous lui disons merci pour cet accueil chaleureux. Et voilà, nous espérons voilà, profiter de la bonté de cette personne-là qui ne cesse d'encourager les initiatives des jeunes qui sont derrière nous à chaque fois quand on les sollicite. Merci à vous pour cet accompagnement. Et voilà, M. Boudjouna aussi a quelque chose à dire. Pour un petit ajout, bon, pour ceux qui veulent, on sait que les temps sont, c'est pas aussi clément côté financier, pour ceux qui veulent l'ouvrage et qui sont intéressés pour juste aider l'auteur et la maison d'édition, ils peuvent s'offrir l'ouvrage s'ils ne tiennent pas forcément les sous sur eux pour redonner après, parce que nous avons celle qu'il faut, c'est Mademoiselle Sandra. Vous pouvez la voir. Voilà. Donc c'est elle qui va. Bon, c'est juste ça. Merci. Merci à vous. Merci également le représentant du directeur régional de l'éducation qui a fait un déplacement ici pour nous honorer de sa présence. Également la directrice du complexe Sainte-Joséphine Bakita, la sœur Rina, qui aussi est parmi nous ici. Merci à vous pour ce déplacement. Je remercie également le professeur Amakoué, qui a été enseignant au CGT, donc qui nous a enseigné le français. Moi, en tout cas, il m'a formé en français. Il m'a fait aimer vraiment, voilà, c'est cette discipline-là. Et merci à lui, merci à tout le collège des enseignants qui sont présents ici pour cette présentation. Et nous allons vous inviter vers la sortie pour visiter les livres et passer à la collation dehors. Merci. On concentre aussi qu'il voit les... Avec ceci-là... Nous n'avons pas payé. 1000 francs. Peut-être que nous inscrivons ici. Nous n'avons pas payé. Là. Il a fait une idée, moi, c'est maman, mais il est.
Merci, monsieur, vous avez bien pensé. O, U. U. B. A. M'a plu tellement, c'est ce que je disais, surtout que c'est venant de mon frère togolais, M. Yourou, c'est une joie pour moi. Et je suis sûr que je vais passer au fin fond de l'œuvre pour en savoir plus la contenu. Dans le contenu du roman, selon le résumé, bon, l'œuvre parle beaucoup du mariage forcé, quelque chose que nous détestons en Afrique, et surtout de l'excision que nous bannissons en Afrique aussi. Un auteur qui est fier de sa culture, mais au même moment qui est ouvert au monde, non? Parce que je crois que ça rejoint le mouvement du réveil de l'Afrique. Donc, à la recherche de notre identité, de nos valeurs au retour à nos valeurs culturelles, quelque chose de très positif. Mais en même temps, le défi qui est là, en même temps on retourne à nos cultures, en même temps on est invité à ouvrir notre esprit parce qu'on ne peut pas vivre seulement dans notre culture aujourd'hui parce que le monde est un village. Au même moment que je suis fière d'être Tempo, je dois être capable de convivre avec quelqu'un qui vient du Bénin, qui vient de Kara, qui est... Donc en même temps que c'est beau de retourner à sa culture, en même temps c'est une invitation à ouvrir l'esprit parce que plus on est fier, on a une identité comme Tem, comme Naouda, comme Kabie, comme Ebe, et plus on est ouvert aux autres, on est plus accueillant aux autres. C'est quand on a un problème avec son identité qu'on cultive l'agressivité, qu'on a peur de l'autre. Alors que quand on est fier, c'est de la paix qu'on communique parce qu'on sait où on est basé. Pour moi, c'est un défi et je suis curieuse de lire. J'ai appris et je vais lire tout de suite pour comprendre les autres thématiques du livre de l'auteur. Et je suis impressionnée positivement, contente d'être là. Et j'aime la culture, j'aime lire et donc merci. Lorsqu'on parle de l'éducation, on ne peut pas se séparer de notre identité culturelle. Donc lorsque nous prenons par exemple cette œuvre dont nous venons de suivre la dédicace aujourd'hui, dans ça, vous allez remarquer qu'on retrouve notre identité culturelle dans cette œuvre. Et déjà, ça fortifie les lecteurs, ça encourage les lecteurs. Il nous arrive des fois de lire certaines œuvres étrangères. Et quelquefois, il est difficile de comprendre parce qu'on ne maîtrise pas la culture de l'auteur. Ici, aujourd'hui, par exemple, c'est un thème qui a écrit, et lorsque nous prenons ceux-là qui sont issus de cette communauté et qui lisent cette œuvre, et qui découvrent par exemple le nom Kadambara et autres déjà, ils se sentent concernés. Et déjà, ils s'affirment déjà à travers cette œuvre, et c'est déjà très bon. Donc, déjà, à travers cette œuvre, il a développé plusieurs thématiques dedans qui traduisent nos réalités et qui permettent aujourd'hui à nos jeunes apprenants de comprendre les situations que nous vivons et pour pouvoir les confronter avec d'autres thématiques et je sais pas, d'autres auteurs étrangers. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est le lieu également aujourd'hui d'encourager nos frères et sœurs à embrasser vraiment les écrits. Puisque lorsque nous prenons les organisations, les associations aujourd'hui, ils font plusieurs activités, mais malheureusement ne laissent pas des écrits. Et c'est ce qui fait que nous sommes en retard en Afrique. Et je le disais tantôt, si nos parents avaient laissé des écrits,
je pense que certains sont plus philosophes que ceux-là que nous citons aujourd'hui, ou bien que nous connaissons en tant que philosophes. Donc, je remercie vraiment l'auteur et j'encourage ceux d'autres personnes vraiment à s'intéresser aux écrits. C'est le lieu également d'encourager nos apprenants à s'intéresser à la lecture. Je peux dire que la lecture est la base même de l'éducation. Et laissez-moi vous dire, pour un élève qui réussit de CP2 au CE1, qui n'arrive pas à lire, déjà à rater son éducation, il lui sera difficile d'évoluer. Donc déjà, un élève déjà au CP2 qui sait lire déjà, c'est fini, il a le niveau et il peut aller très loin. Donc merci. Aujourd'hui, ce qui me fait encore plaisir, les enseignants, plus surtout les professeurs de français étaient nombreux à cette présentation. C'est le lieu de les encourager également et à encourager, afin qu'ils puissent soutenir nos apprenants et nos élèves à s'intéresser vraiment à la lecture. Et c'est ce qui fera que, avec le temps, eux aussi peuvent laisser des écrits. Je n'en ai pas tellement. Si j'ai quelque chose à dire, c'est plutôt de lui jeter des fleurs pour tout ce que j'ai eu vraiment à découvrir à travers cette présentation. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup d'événements culturels, littéraires à Lomé. Or, le Togo ce n'est pas seulement Lomé. Donc, cette idée de délocaliser les activités culturelles est une idée que j'ai beaucoup approuvée. Et la deuxième raison de ma venue à Sokore ici, c'est pour parler de ce grand monument que les gens ne connaissent pas, le Togo ne connaît pas. Il s'agit de Labassa Ouro, qui est un écrivain thème et qui fait beaucoup, qui écrit vraiment. Pour la petite histoire, aujourd'hui, il publie 2 romans de plus de 200 pages. C'est énorme. L'année dernière, il en a publié plusieurs. En une année, il écrit beaucoup. Donc cet auteur-là, que je considère comme l'une des légendes de la littérature togolaise, il est quand même de bon ton que je vienne le présenter. Et c'est avec plaisir que j'ai partagé les informations dans cet hôtel magnifique de Solim Palace à Sokore, que j'aime beaucoup, pour lequel je reviendrai souvent si l'occasion le permet. Donc, c'est pour vous dire que les éditions Marco constituent une bonne initiative au nord du Togo et que ça peut, je pense, qu'avec ces projets, ça peut changer beaucoup de choses en termes du goût pour le livre chez les apprenants. De plus en plus, le Togo prône la consommation locale. C'est l'occasion de délocaliser les activités culturelles et de permettre aux étudiants, aux élèves du nord du Togo de profiter de cette opportunité qui est offerte. Pour finir, je voudrais dire que c'est vrai que la maison est jeune, mais vu le dynamisme de son directeur et la jeunesse de son directeur, la persévérance, je crois qu'il fera beaucoup de choses. Et il est perfectible, bien entendu, mais il peut faire beaucoup. Donc à tout le monde, je recommande, s'il est permis, les éditions Marco pour un travail de promotion de la littérature togolaise. Que les gens de bonne volonté lui viennent en aide pour qu'on puisse parler de la culture togolaise ici et ailleurs. La fortune promise est un roman qui est allégorique, qui, à mon avis, expose la situation de l'Afrique contemporaine, comparée à une fille Larba, c'est comme ça qu'elle se nomme, et Larba qui est obligée de faire certaines choses contre son gré, notamment l'excision, le mariage forcé, etc. Au départ, elle a pleuré. Et comme le continent africain, elle ignore qu'un bonheur immense l'attend à la fin. En effet, elle a été convoquée, étudiante, elle a été convoquée par ses parents pour une urgence à Sokore. Elle arrive et voilà, c'est la question de l'excision et du mariage forcé. N'acceptant pas cette proposition, elle va faire une fugue. Elle a fait la fugue, elle est revenue. Bon gré, mal gré, elle a accepté, mais à la fin, c'est une fin heureuse. Donc c'est un récit à happy end que je vous recommande de lire, d'acheter, de lire. C'est à 3 000 seulement. Et comme cadeau à vos enfants. Merci. Je sais que ça ne va pas s'arrêter à cette initiative-là. Les éditions Marco, à chaque fois qu'elles me demandent, je ne vais pas hésiter si le temps le permet.
pour la promotion de la chose littéraire au Togo. Nous nous devons. Merci beaucoup. Cette œuvre est partie d'une idée du propre auteur, ici je le représente. L'auteur il s'appelle M. Alabassa, comme c'est écrit sur l'ouvrage, il vient en Allemagne, mais je pense que la dada qui était derrière la création de ce chef-d'œuvre, c'est qu'il a voulu exprimer une réalité qui passe sous le silence dans sa région d'origine, qui est la région centrale. Plus précisément, il a parlé du peuple thème en général, de ses origines et de sa métamorphose à travers l'évolution du temps, à travers les siècles qui ont suivi. Mais d'une manière un peu plus précise, je dirais que l'auteur a parlé de la réalité qui sous-tend l'accomplissement d'une destinée en Afrique. Comment une enfant née d'une famille très pauvre, très précaire, va évoluer, va traverser une souci pour se retrouver après dans l'opulence, dans un style de vie qu'elle n'a jamais soupçonné avoir un jour. Donc voilà, c'est pour extérioriser ce côté-là que l'auteur, dans sa magnanimité, a voulu perpétuer, éditer, publier pour le lectorat national et international. Merci. Et quel est le plus que ça donne au public togolais? Il y en a tellement que je ne saurais par quoi commencer. D'abord, le style est particulier. Pourquoi l'auteur il apporte un plus à la littérature africaine, togolaise et la littérature mondiale. C'est un style, monsieur, je dirais, c'est un génie des lettres, puisque toutes ces œuvres, j'ai eu à lire pas mal. La dernière qu'il a publiée, La Malédiction d'Abomey, il nous fait balader dans un rock'n'roll que l'auteur, le lecteur ne soupçonne pas. Donc ce côté linguistique, il amène dans un style sobre, très plat, mais avec un caractère plutôt plaisant. Ça c'est le côté littéraire. Le côté didactique, c'est que, comme toute œuvre littéraire, ça apporte un plus au lecteur sur le côté de la grammaire, la conjugaison, la construction des phrases et tout ça. Ça c'est pour les jeunes apprenants. Maintenant, ça apporte aussi un plus, parce qu'il écrit d'abord pour le Togo. Il est togolais, vivant à l'extérieur, il écrit pour le Togo. Aujourd'hui, si cette œuvre traverse les frontières, on dira que c'est un Togolais qui l'a publié. Et une fois que ça plaît à l'extérieur, ça fait la fierté du terroir. Merci. En fait, c'est l'impact de la chose, de l'ouvrage que je vois. Quel est l'impact que cet ouvrage peut avoir sur la jeunesse, qui est la cible de votre ouvrage? Voilà. Il n'y a pas un public cible. Le public cible, c'est le public du monde. Tout homme qui sait lire doit lire, parce que ça part du Togo, mais ça explique des réalités qui sont ambiantes, qui sont réelles partout, qui se présentent partout à travers le monde. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un public maintenant. Parler de l'impact, je dirais que ça reste à venir. On espère que cette œuvre aura un impact positif. Merci. Et si d'aventure, comme vous l'aviez dit, s'il vous plaît, l'écrivain en question même n'est pas là. Quel mot vous aviez à son endroit? Juste lui dire merci. D'abord, lui dire précisément que je suis son lecteur premier. Ouais, j'aime beaucoup quand j'attends impatiemment ses prochains écrits, parce que des jumeaux de la Providence, du collier en combat, de la trilogie et tout ça là, passant par La Malédiction d'Abomey, aujourd'hui La Fortune Promise, aucune œuvre ne m'a déçu. Aucune œuvre ne m'a déçu et je suis passé d'enchantement en enchantement. Donc j'attends juste impatiemment ses écrits et qu'il continue par œuvrer pour l'avancement de la littérature togolaise. Alors, nous exhortons le jeune public, la jeune génération qui a du mal avec le livre aujourd'hui, à mieux s'empiffrer de ses écrits, de nos éminents écrivains du terroir. Je rappelle, l'auteur est originaire de Sokodé, il a grandi ici, il connaît les réalités qui sous-entendent le vécu au quotidien dans ces régions. Et j'invite aussi les autorités, toutes ces personnes, les personnes instruites, alphabètes, à lire et à découvrir ce chef-d'œuvre, ce joyau que M. Alabassa Ouro, depuis son fief là-bas, a bien voulu soumettre à ceux qui viendront après lui et à ceux qui sont déjà là. Merci bien à vous.